Dans la construction, l'aménagement ou l'énergie, l'expertise juridique consiste bien souvent à mettre ceinture et bretelles. Elle doit parfois aussi enfiler une robe, celle des avocats. Mais ici, on vous propose en plus de chausser vos bottes de chantier pour découvrir la réalité des choix juridiques sur le terrain. Bienvenue dans notre émission Le droit dans ses bottes, le podcast du droit appliqué au secteur de la construction, proposé par le cabinet d'avocats Adaltis et le magazine Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment. Je suis Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur et aujourd'hui je suis avec Jean-Marc Petit, avocat associé. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Avec nous également Noémie Poise de Planer, bureau d'études franco-suisse dédié à la transition énergétique. Noémie, bonjour, vous êtes responsable expertise et innovation de l'agence de Lyon qui est spécialisée dans le solaire. Bonjour. Avec vous, nous allons parler aujourd'hui de solarisation et de végétalisation des parkings. C'est un sujet qui a connu ces dernières années de nombreuses évolutions législatives, ce qui a créé une certaine confusion pour les acteurs. On va essayer de démêler tout ça ensemble et de voir quelles sont aujourd'hui les perspectives. Pour commencer, Jean-Marc, est-ce que vous pouvez justement nous décrire succinctement, le plus succinctement possible, les obligations qui sont aujourd'hui applicables ? Succinctement, c'est difficile, mais je vais m'y employer. Alors effectivement, les évolutions législatives ont été très nombreuses depuis la genèse de ces règles, depuis 2021. La photographie aujourd'hui, c'est qu'il y a deux dispositifs qui sont différents, mais qui sont liés, et c'est ce qui fait la complexité. Le premier dispositif, il est institué par le Code de l'urbanisme, c'est l'article 111-19-1 du Code, et il est applicable d'une part aux parkings extérieurs de plus de 500 m², qui sont associés à des bâtiments d'activité, de plus de 500 m² d'emprise au sol, c'est-à-dire ceux pour lesquels il y a des obligations de verdissement et de solarisation des toitures. Lorsque ces parkings sont réalisés donc en neuf ou lorsqu'ils font l'objet de rénovations lourdes. Et puis, d'autre part, ce dispositif du Code de l'urbanisme s'applique aux parkings de plus de 500 m² de surface qui sont ouverts au public. Et là, pour le coup, ce sont des parkings nouveaux. Donc, les parkings de plus de 500 m², ces deux catégories de parcs doivent être sur 50% équipés de dispositifs de gestion vertueux des eaux pluviales ou couverts par des ombrières productrices d'énergie renouvelable ou ENR. Deuxième dispositif, c'est le dispositif qui est prévu par l'article 40 de la loi APER. Donc, c'est la loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Donc, cette loi est du 10 mars 2023. Elle vise les parkings de plus de 1500 m² de surface. Et donc, l'obligation, là, c'est d'avoir 50% d'ombrières productrices en totalité d'ENR, avec la possibilité, depuis peu, d'avoir une partie de ces 50% occupée par de la végétalisation pour avoir un ombrage pour partie composée d'ombrières et pour partie d'arbres permettant l'ombrage, à condition d'avoir quand même un minimum de 35% de ces 50% occupés par des ombrières photovoltaïques. Les deux dispositifs sont assez différents dans la mesure où le premier est prévu par le Code de l'urbanisme, il est déclenché par des travaux. Soit des travaux de réalisation de parkings neufs, soit des travaux de rénovation de parkings lorsque ces parkings sont associés à des bâtiments d'activité qui font plus de 500 m² au sol. En revanche, le dispositif prévu par l'article 40 de la loi APER n'est pas déclenché par des travaux particuliers. C'est une obligation qui vise des parkings existants avec une obligation de se mettre en conformité avec ces obligations, donc 50% d'ombrières photovoltaïques, à des dates déterminées. Et pour être complet, on peut préciser qu'au moment où on enregistre cet épisode, il y a encore de nouvelles modifications qui se profilent avec des textes législatifs à venir. Effectivement, un projet de loi a été déposé au Sénat en novembre 2025 qui va élargir la catégorie des parcs associés aux bâtiments d'activité puisque le seuil déclencheur de ces obligations, qui est aujourd'hui de 500 m² d'emprise au sol pour ces bâtiments, va être probablement, on verra l'évolution des débats, réduit à 130 m², ce qui fera entrer davantage de bâtiments d'activité dans la catégorie des constructions soumises à des obligations de verdissement de toiture. Et du coup, leurs parkings aussi seront concernés par ces dispositions-là. Cet empilement de textes a suscité pas mal de critiques sur le manque de lisibilité, le manque de prévisibilité des obligations. Quel regard vous portez là-dessus, Jean-Marc ? Un regard critique. Effectivement, le gouvernement et le législateur s'y sont pris à plusieurs reprises pour corriger un dispositif qui était très dense
tel qu'il a été prévu en 2021. Et donc, il a fallu quand même 3 lois entre 2023 et 2025. Et comme vous l'avez rappelé, Sophie, ça ne sera pas la dernière, pour corriger ce dispositif. Beaucoup de projets qui auraient dû être soumis aux dispositions du Code de l'urbanisme ne l'ont pas été, puisque les textes sont passés finalement assez inaperçus. Il y a eu très peu de pédagogie apportée par le ministère entre 2023 et 2024. Donc, beaucoup de projets ont fait l'économie de ces nouvelles dispositions. En revanche, ceux qui ont été très attentifs, ce sont essentiellement les opérateurs commerciaux, qui étaient très inquiets par l'application de l'article 40 au parking de plus de 1500 m². Et eux, donc, ont fait une pression importante sur le gouvernement, ce qui explique les modifications ultérieures. Mais effectivement, l'instabilité a été très grande. Elle a été quand même, pour le coup, heureuse, puisque les dates qui étaient très rapprochées se sont desserrées. Initialement, pour ces parkings qui étaient soumis à l'article 40 de la loi PER, nous avions 2 dates. Elles ont été assouplies par la loi Industrie verte, corrigées par la loi simplification du 26 novembre 2025. Et les délais ont été prorogés de 18 mois, c'est-à-dire jusqu'en 2028 pour certains parcs et 2030 pour les autres, selon la possibilité de s'approvisionner avec des panneaux plus vertueux que les autres, les panneaux dits de la seconde génération, qui ont des qualités différentes des panneaux habituels. Donc, le législateur a fini par faire sauter les verrous qui étaient très critiqués, ou en tout cas les atténuer. Malgré tout, sur cette problématique d'approvisionnement, il a pu être dit ici ou là que les délais trop courts pour mettre en œuvre ces obligations conduisaient de facto à acheter des panneaux solaires chinois. Est-ce que vous corroborez, Noémie ? Effectivement, c'est pas complètement faux. Comme ça a été dit, les dates de mise en conformité, c'est juillet 2026 et juillet 2028 pour les parkings de plus de 10 000 m² et 1 500 m² respectivement. Et les gigafactories qu'on espère voir entrer en service en France annonce des premières livraisons pour, au mieux, fin 2027. Donc, ce sont des délais courts pour recourir à ce type de panneaux. Comme l'a dit Jean-Marc, les délais ont été assouplis à 2 reprises, courant 2025, pour permettre d'avoir un report de ces dates lorsqu'on a affaire à des panneaux qui cochent des critères de résilience. Alors, ces critères de résilience sont des critères de performance énergétique et environnementale qui ont été fixés par décret et qui correspondent, on va dire, à un rendement élevé, un bilan carbone plus faible, des durées de garantie relativement longues et surtout une localisation de l'approvisionnement qui, tel qu'il est formulé, exclut, on va dire, la provenance asiatique. Donc effectivement, si on peut s'approvisionner avec des panneaux qui cochent ces critères de résilience, alors on a jusqu'à respectivement le 1er janvier 2028 pour les grands parkings ou le 1er janvier 2030 pour les plus petits, 2500 m², pour se mettre en conformité. Donc ça laisse un peu plus de marge, mais ça reste des délais relativement serrés par rapport à la montée en puissance progressive qui est attendue, en tout cas pour les gigafactories françaises. Après, il existe aussi des fabricants qui assemblent d'ores et déjà sur notre sol français ou européen et auxquels on peut dès aujourd'hui s'adresser. Alors, on a évoqué tout à l'heure avec Jean-Marc le manque de lisibilité de cette réglementation. En tant que professionnel de terrain, Noémie, quelle est votre perception ? Je ne peux que confirmer ce qu'a dit Jean-Marc. Pour les maîtres d'ouvrage avec qui on travaille, que ce soit des maîtres d'ouvrage publics ou privés, c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. On a une réglementation qui n'est pas la même en fonction des différentes typologies de parking, comme ça a été dit, qui varie en fonction de différents seuils de surface, 500, 1500, 10 000 m², qui varie en fonction du mode d'exploitation, en DSP, en concession, qui varie en fonction de tas de critères et qui, de surcroît, peuvent faire l'objet de très nombreuses dérogations. On va en parler. Et puis, en plus, on a des réglementations qui ont été reprises de nombreuses fois depuis que, effectivement, les premiers textes sont sortis. Donc aujourd'hui, on va dire, il y a une appropriation qui est compliquée par les maîtres d'ouvrage. On a parlé, par exemple, de ce seuil de 35% qui est relativement récent pour la couverture par des ombrières solaires sur des parkings concernés par la loi APER. Ce seuil aujourd'hui est encore peu connu des maîtres d'ouvrage. Tout le monde est resté sur le seuil de 50% qui s'appliquait juste avant. Donc oui, c'est peu lisible. Et en plus, le secteur du photovoltaïque actuellement voit les modèles économiques se tendre. On a une réduction des mécanismes de soutien qui est sensible, notamment depuis la fin de l'année 2025, avec des appels d'offres simplifiés qui ont été introduits sur la gamme de puissance 100-500 kg, qui est souvent une gamme de puissance dans laquelle on peut faire des ombrières photovoltaïques. Ces appels d'offres simplifiés, il y a eu effectivement une première période en septembre-octobre, et on attend toujours la deuxième, qui est suspendue aussi à la sortie de la PPE. Donc actuellement, on est dans une phase un petit peu incertaine
Voilà, avec des mécanismes de soutien qui diminuent et qui rendent compliqué la viabilité économique des ombrières. Il faut rappeler que les ombrières sont parmi les installations photovoltaïques qui ont les rentabilités économiques les plus difficiles à atteindre, notamment du fait des capex plus élevés, du coût de la structure en fait, des ombrières qu'il faut pouvoir financer. Vous avez évoqué tout à l'heure le calcul des surfaces. C'est un point qui s'avère particulièrement compliqué à comprendre, à manier. Oui, effectivement. Donc, les obligations dont on a parlé, elles s'appliquent aux surfaces de parking. Et puis, les textes encadrent la façon dont on comptabilise ces surfaces. En fait, on va partir d'une surface de parking qui est comptabilisée entre une entrée et une sortie du parking, mais ne serait-ce que cette notion-là, elle n'est pas toujours simple parce que l'entrée et la sortie ne sont pas toujours matérialisées par des barrières. Et donc parfois, on a des entrées et des sorties, pour vous donner un exemple, qui sont mutualisées avec d'autres usagers. Ou alors, on a des places de parking qui sont réparties tout autour d'un bâtiment, donc on ne sait pas forcément délimiter le périmètre de départ. Et puis, une fois qu'on a établi cette surface de départ, il faut retrancher énormément de surfaces qui ne sont pas comptabilisées pour l'obligation. Il y a les surfaces d'espace vert, de stockage, de manutention, tout ce qui est un peu l'espace logistique, de déchargement. Il y a toutes les zones, par exemple, qui sont à moins de 10 mètres de certaines catégories d'ICPE, qu'il faut aller rechercher dans les textes. Il y a plus récemment a été introduit aussi, je crois, des zones à soustraire qui sont liées à des zones qui sont principalement utilisées pour des poids lourds qui transportent des marchandises. Donc, vous voyez que cette comptabilisation des surfaces est complexe, prend du temps, en fait, pour pouvoir être estimé. Pour parer aux difficultés rencontrées par les professionnels, les textes prévoient de nombreuses dérogations aux obligations de solarisation et de végétalisation. Noémie, est-ce qu'il faut essayer de s'y engouffrer? Et si oui, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas difficile et c'est pas une question de s'y engouffrer parce qu'on y arrive finalement relativement facilement. Alors, ces exonérations, elles sont nombreuses. Ça peut être des exonérations liées à la nature du sol, liées à l'augmentation des risques technologiques, liées à la protection du patrimoine, ou des exonérations liées aux critères économiques. Et nous concernant en tant que bureau d'études, c'est souvent ce critère économique qu'on va faire jouer parce que tout simplement, on n'arrivera pas à avoir un projet rentable d'ombrière photovoltaïque. Alors pourquoi est-ce que c'est pas rentable ? D'une part parce que finalement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans la comptabilisation des surfaces, on comptabilise les circulations. Et finalement, sur les circulations, on ne peut pas mettre des ombrières. Et parfois, les surfaces de circulation sont très importantes. Plus importantes presque que les surfaces réservées au stationnement qu'on cherche à couvrir. Donc, atteindre les 50%, c'est assez compliqué. Les 35%, ça va peut-être assouplir, mais il faut avoir conscience qu'on a des parkings qui peuvent avoir des géométries complexes. Il peut y avoir des ombrages à proximité des bâtiments ou à proximité des arbres. Il peut y avoir des talus autour des places de parking qui complexifient la façon dont on va implanter les ombrières. Tout ça fait que si on cherche à positionner des ombrières uniquement là où c'est adapté pour du photovoltaïque, on arrive assez facilement en dessous des seuils obligatoires. Alors du coup, pour atteindre les seuils, on est obligé de positionner des ombrières, par exemple, à l'ombre, ou de prévoir des travaux géotechniques, etc., qui sont importants et qui vont dégrader la rentabilité du projet. Donc, assez facilement, on va arriver à des coûts de revient qui dépassent ceux qui sont encadrés par la loi. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement, les ombrières, c'est par nature des installations qui coûtent cher. Donc les rentabilités sont déjà compliquées quand il n'y a pas d'autoconsommation possible par les bâtiments à proximité, si on doit tout vendre sur le réseau. Avec la baisse des mécanismes de soutien, c'est de plus en plus compliqué effectivement d'avoir ces équilibres économiques. Et donc la dérogation, finalement, on peut l'avoir comme ça. Et j'ai envie de vous poser la question inverse. Finalement, si un gestionnaire de parking a l'opportunité d'échapper aux contraintes législatives, est-ce qu'il peut avoir quand même intérêt à entreprendre une végétalisation, une solarisation de son actif? Oui, tout à fait. Enfin, nous, on a affaire à des maîtres d'ouvrage qui partent aussi sur des démarches volontaires, quand bien même ils seraient éligibles à des dérogations. Et c'est effectivement ça qu'il faut encourager. On va rester sur une note positive. Alors, on va rester sur une note positive, mais on va quand même parler des risques, pour finir. Le respect des obligations, est-ce qu'il est contrôlé? Et que risque un contrevenant, Jean-Marc? Bien sûr, à partir du moment où il y a des obligations, il y a des sanctions. Pour les parcs de stationnement dont la surface est supérieure à 1500 m², qui sont soumis à l'article 40 de la loi PER, l'amende en cas de non-conformité, quand on ne peut pas disposer d'une dérogation, pourrait être de 20 000 € par an,
maximum jusqu'à la mise en conformité effective aux dates dont nous avons parlé. Si la superficie du parc est inférieure à 10 000 m² et elle passe à 40 000 € par an maximum lorsque la superficie est supérieure à 10 000 m². Bon, la sanction doit être proportionnée à la gravité du manquement et il y a une procédure contradictoire, mais ces sanctions sont assez importantes. Pour les parcs qui sont soumis de plus de 500 m², qui sont soumis aux obligations de l'article L111-19-1 du Code de l'urbanisme, ce sont les sanctions prévues par le Code de l'urbanisme qui sont applicables. Et là, l'amende peut aller jusqu'à 300 000 € pour les personnes physiques et à 5 fois plus pour les personnes morales, ce qui nous amène quand même à un montant potentiel maximum de 1 500 000 € pour les personnes morales, ce qui est bien entendu très dissuasif. Eh bien, merci à tous les deux pour ce panorama qui nous permet d'y voir plus clair. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Le droit dans ses bottes sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cet épisode avec votre réseau. À bientôt.